Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Dominique Véry, je suis le responsable commercial et marketing de l'APTH. Je vous propose donc dans un premier temps de vous faire une présentation rapide de l'APTH. Ensuite, je passerai la parole à Yves Saout qui animera cette réunion avec Michel Lacroix qui vous expliqueront son déroulement, son organisation. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci à toutes et à tous. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'APTH est un organisme de formation spécialisé dans le transport des marchandises dangereuses qui existe maintenant depuis plus de 45 ans. Bientôt, nous allons pouvoir dire presque 50. Nous sommes, euh, nous sommes l'une des premières entités, si ce n'est la première entité à avoir été agréée par le ministère en charge des transports pour dispenser les formations, donc selon le chapitre 8.2 de l'ADR, à savoir les formations destinées aux conducteurs. Et je peux dire que nous sommes une référence dans ce domaine au niveau de la formation professionnelle continue. Nos missions principales, c'est à la fois prévenir les risques dans le transport des marchandises. Alors, des marchandises, bien sûr, principalement des marchandises dangereuses, mais aussi de toutes les marchandises. Vous verrez pourquoi je dis ça plus tard. Et de proposer, quand c'est possible, des solutions innovantes pour permettre de faciliter la formation et de faciliter l'apprentissage par les apprenants. Nos formations se déclinent, autour de 5 grands thèmes principaux, à savoir donc bien entendu la formation des conducteurs selon le chapitre 1 ADR 8.2, la formation de préparation à l'examen de conseillers à la sécurité, mais aussi et je terminerai par le dernier point, mais aussi des formations de formateurs et des formations pratiques, en particulier celles que nous dispensons sur un lieu qui est unique en Europe, qui est notre centre technique basé à Sainte-Eusèbe dans le département 71, où nous centre unique dans lequel nous proposons aux conducteurs de s'entraîner sur des pistes adaptées aux véhicules lourds et de mettre en place des réflexes pour la conduite préventive ou la conduite économique. Et bien sûr, le dernier point, c'est toutes les formations liées au métier et à l'ADR 1.3 et ce dont va vous parler aujourd'hui autour de l'IMDG, c'est dans ce domaine-là. Alors, on ne devrait pas dire d'ailleurs ADR 1.3, on devrait dire formation selon le chapitre 1.3 des différentes réglementations de transport en matière dangereuse. Donc là aussi, nous offrons un certain nombre, tout un différents types de formations qui se déclinent sous différents modèles diapositive suivante. Donc, ils sont Voilà. à la fois de la formation inter-entreprise selon un calendrier auquel vous avez accès sur notre site internet, mais aussi des formations sur mesure en intra dans vos entreprises, de la classe virtuelle, c'est-à-dire des formations en e-learning, alors qui vont bien au-delà de ce seul webinaire que nous vous proposons aujourd'hui, ou par exemple, à titre indicatif, ce matin, il y avait une formation d'une demi-journée pour des gens qui transportent de l'oxygène, une formation d'une demi-journée conforme au chapitre 1.3 que nous pouvons faire en classe virtuelle. Les formations aussi en e-learning, donc où là, nous avons toute une gamme de formations que nous déclinons de différentes thématiques qui vont du transport en colis au transport en dessous des seuils, mais qui peuvent être très spécialisées, comme des modules sur les stations-service, par exemple. Et enfin, donc, ce que je disais, les formations pratiques sur notre centre technique. Merci à tous et on se retrouvera en fin de webinaire. Bon courage à tous et bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais co-animer plus qu'animer ce webinaire, puisque Michel, qui est à côté de moi, Bonjour. aura la majeure partie du discours. Moi, je vais plutôt gérer la partie technique du webinaire, voilà, tout simplement, et parfois lui apporter mes compétences en complément des informations qu'il vous donnera tout au long de cette heure. Donc, on arrive au sommaire avant que je passe la parole complètement à Michel. Donc, les origines de la réglementation, l'ADR et les MDG, deux textes jumeaux, vrai ou faux, entre guillemets. Donc, il y a naturellement quelques différences qui sont notables. Le transport multimodal mer-route seront abordés.
Et voilà, donc je te passe la main, Michel. Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, au départ, le code IMDG n'est pas apparu immédiatement. Il a été au départ à l'origine de catastrophes assez importantes, notamment en 1912 du Titanic, qui a fait l'objet de la création au niveau mondial notamment de la première convention de SOLAS en 1914, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui au tout début, en 1914, ne concernait que 13 pays. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la Convention SOLAS regroupe plus de 170 pays. Donc évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. En sachant que le but de cette conférence était de s'accorder sur un certain nombre d'exigences concernant la sécurité de navigation, notamment pour les navires marchands. Et cette catastrophe a marqué la réflexion, le début d'une réflexion sur le droit à la sécurité en mer, qui aboutira à la création, justement en 1948, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, à la création de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, et ensuite une autre catastrophe en 1967, celle du Torrey Canyon, a fait l'objet donc qui a été la suite d'autres catastrophes environnementales qui a amené à la création de la Convention MARPOL en 1973. Convention MARPOL. MARPOL, c'est en fait, ça vient d'un acronyme qui vient de Marine Pollution, c'est-à-dire la pollution marine, et qui a eu comme objectif, donc, qui s'appelle Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution marine par les navires, et qui a été élaborée donc par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, comme objectif de réduire au maximum les risques de pollution maritime. Oui. Torrey Canyon étant le premier de la série, Oui, Canyon, Amourocatix, etc. absolument. Voilà. Donc, l'OMI a donc été à l'origine de la création de cette convention en 1973 MARPOL, en sachant que ce qui nous concerne plus particulièrement, nous, c'est l'annexe 3 sur la prévention de la pollution par les substances toxiques transportées par mer sous forme de colis, hein, puisque ce qui va nous concerner aujourd'hui, le code IMDG, ne concerne exclusivement, on le verra tout à l'heure, que le transport par colis de marchandises dangereuses par voie maritime. Alors, quand on parle de colis, évidemment, ce ne sont pas que des cartons ou autres fûts ou sacs ou autres, c'est y compris les conteneurs qui sont considérés comme des colis au titre du code IMDG. Et donc, Marpol a eu comme objectif de réduire les risques de pollution maritime, et cette annexe 3 fait d'ailleurs intègrement partie, est cité dans la convention, dans le code IMDG. Bon, ça représente que 4 pages, mais qui fait référence justement à ces pollutions. Et puis, à travers le chapitre 7, il y a eu aussi dans la convention SOLAS, le but de cette convention, c'était de spécifier un certain nombre de normes standards qui permettaient d'assurer la sécurité et la sûreté des navires marchands et de leur équipage. Alors, elle comprend 13 chapitres, cette convention SOLAS, mais celle qui nous concerne, c'est justement le chapitre numéro 7 qui concerne le transport de marchandises dangereuses. Voilà. C'est cette partie-là qui est celle qui nous concerne ce jour. En sachant que également le code IMDG a intégré dans le chapitre 7 de la Convention SOLAS, est intégré notamment dans la partie A. Voilà. Alors, il y a nombre de réglementations qui s'ajoutent à ces réglementations-là, enfin ces conventions. Il y a déjà en France le Code des transports qui date de 2010 et qui gère les 5 modes de transport en France, quels que soient leurs moyens de transport, par voie aérienne, par voie maritime, par voie fluviale, par voie ferroviaire ou par voie routière. Le Code des transports gère tout ça. Il a été promulgué en 2010 et c'est notamment dans ce Code de transport qu'on va retrouver en 5e partie tout ce qui est le transport par voie maritime. Et à partir de certains articles, notamment l'article L5242-7, sont listées la totalité, enfin une bonne partie des peines prévues par la France pour toute infraction. Voilà.
On y retrouve notamment toutes les peines concernées. Alors, s'ajoute au Code des transports le RSN. Alors, le RSN, c'est le règlement relatif à la sécurité des navires et fait partie du RSN ce qu'on appelle la division 411, puisque son article 411 complète les dispositions du Code IMDG pour les transports nationaux de marchandises dangereuses en colis et a un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent l'ADR, à l'arrêté TMD. Hein. C'est l'équivalent de l'arrêté TMD pour l'ADR. Là, c'est ce qu'on appelle la division 411 qui complète le Code IMDG. Il y a aussi le RPM. Alors, le règlement concernant les marchandises dangereuses dans les ports maritimes, il y a un RPM national qui gère évidemment donc l'accueil de ces marchandises, le temps de transfert de ces marchandises sur les quais, sur les différents ports maritimes. Mais il y a aussi des RPM qui sont locaux, et notamment il y en a un au Havre, il y en a un à Saint-Nazaire, il y en a un à Marseille, et certainement il y en a un également à Cherbourg, etc. Et en fait, c'est Ou à différents Cayenne, parce qu'on a RPM. quelqu'un de Guyane avec nous, connecté. Donc, il y a Absolument, un RPM local voilà, à absolument. Cayenne. Et Je dis Cayenne parce que je ne connais pas le nom du port là-bas exactement, mais il m'excusera. Voilà, donc il y a une déclinaison qui est faite en fonction aussi de l'infrastructure du port. tout à fait. Voilà. Et donc, par exemple, le RPM du Havre précise particulièrement pour lui le temps De transit. de transit Et les des volumes. marchandises dangereuses qui a été, depuis 2018, fixé par exemple, à 5 jours Voilà. maximum. Et des volumes selon les classes des marchandises. Absolument. Donc, il représente plus de 200 pages quand même, le RPM du Havre. Donc, ce sont des documents assez importants, mais qui sont importants pour tout transport de marchandises dangereuses par voie maritime sur les ports français. Et puis, donc, le code IMDG, qui est l'International Maritime Dangerous Goods Code, donc le code maritime international de transport de marchandises dangereuses en colis et uniquement en colis, puisqu'il existe d'autres réglementations pour le transport par voie maritime. Alors, pour revenir au RPM, Voilà. le RPM, donc, chaque zone portuaire a un arrêté préfectoral qui adapte le RPM à ses conditions locales. Je vous ai cité quelques exemples. Par exemple, le RPM du Havre, à l'article 22-3-1, précise que le dépôt à terre de marchandises dangereuses est autorisé pour un séjour d'une durée maximale de 5 jours ouvrés. Voilà. Alors, concernant les réglementations, le code IMDG s'applique sur toutes les mers et tous les océans du globe. Et plus de 170 pays donc, adoptent cette réglementation. Et évidemment que s'ajoute à ça, notamment pour la France, tous les ports nationaux, que ce soit en Guyane, que ce soit en métropole, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, etc., ont également le RSN et la division 411 qui s'appliquent, et le Code des transports qui s'applique également avec un RPM éventuellement local. Alors, pourquoi un règlement? Comme tout règlement, l'objectif au départ, c'est de réduire les risques. Il y a eu, dans les années 60, 70 et au-delà, beaucoup d'accidents qui ont amené à une réflexion pour trouver les moyens de réduire ces risques. Donc, au départ, de l'expéditeur jusqu'au destinataire, quand le transport se fait par voie de transport maritime, donc a été mis en place le code IMDG qui, tout comme les autres réglementations, va gérer du point de départ jusqu'au point d'arrivée, à travers les différentes parties qu'il compose, des obligations, des interdictions, des restrictions pour limiter ces risques. Donc ça concerne évidemment l'identification et la classification des matières, c'est-à-dire attribuer des codes ONU, déterminer les groupes d'emballage, on en parlera tout à l'heure, qui concernent ces marchandises, dire dans quel type d'emballage on va pouvoir les mettre, en sachant qu'évidemment ils seront tous agréés par les organismes compétents. Ils devront être étiquetés, voire et également marqués pour qu'on sache de quelle marchandise il s'agit et de quel danger il s'agit. Et puis, concernant les transports par voie maritime, qui sont principalement en citerne mobile et ou en conteneur, eh bien, qu'est-ce qu'on doit retrouver comme placardage et comme signalisation orange éventuelle sur ces contenants? En sachant que je tiens à préciser dès maintenant
que les termes utilisés en ADR ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux utilisés en code IMDG, puisque en ADR, on parle de conteneur citerne. Il y a un terme impropre au code IMDG, puisque le code IMDG impose l'utilisation de citernes mobiles qui ont été agréées par la Convention de sécurité des conteneurs, qui ont un agrément particulier qui leur attribue comment dire, la possibilité d'être chargés sur les navires, ce qui n'est pas le cas des conteneurs citernes qui sont uniquement limités au transport terrestre, c'est-à-dire par voie fluviale, par voie ferroviaire ou par voie routière. Ensuite, comment on va les charger sur les navires et autres, et puis toute cette signalisation qui va permettre de reconnaître les dangers qui correspondent aux marchandises transportées. Donc le principe, c'est toutes ces restrictions, c'est un seul objectif, réduire les risques, sécuriser au maximum le transport. Un cycle de déchargement, hein, puisque là encore, il y a des règles qui régissent le déchargement sur les ports en question, à travers notamment le RPM qu'on évoquait tout à l'heure. Ou dans les ports étrangers, Oui, une autre réglementation particulière. bien sûr. Là, on parle uniquement ce qui concerne la France, mais d'autres pays ont également des réglementations qui régissent leurs ports et qui régissent cette sécurité. Alors, le code IMDG, je l'ai déjà très rapidement évoqué tout à l'heure, ne concernera que le transport en colis. C'est la réglementation du transport de marchandises dangereuses en colis est considérée comme colis aussi bien les conteneurs que les citernes mobiles ou que les véhicules entiers, c'est-à-dire les engins de transport qui transportent des marchandises dangereuses. Alors, vous voyez en haut des ferries. Je vais en parler très rapidement. Les ferries font l'objet, la possibilité de faire ce qu'on appelle du RoRo, c'est-à-dire du roll-on, roll-off, c'est-à-dire charger directement des camions qui transportent soit des remorques, soit des véhicules citernes, hein, de façon à ce que sur des trajets internationaux courts, selon la réglementation du code IMDG, ils puissent être chargés directement sur les navires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le RoRo, qui est limité en code IMDG aux transports internationaux courts, c'est-à-dire les transports qui ne dépasseront pas 200 000 marins, un 1000 équivalent à 1852 mètres. Vous voyez, c'est relativement réduit par rapport à ces distances. Après, on pourra éventuellement charger soit des wagons-citernes, soit des citernes comme on la voit sur l'image, qui seront signalisées cette fois-ci selon le code IMDG et non plus selon l'ADR, puisque, je le précise, j'ai oublié de le préciser juste auparavant, quand c'est un camion qui est chargé en RoRo sur un ferry, par exemple, il garde la signalisation ADR. Par contre, évidemment, que ce soit le conteneur ou la citerne mobile, elle sera signalisée, et on en parlera en fin de présentation, elles seront signalisées comme l'exige le code IMDG. Plus exigeant que l'ADR, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pourra quand même conserver cette signalisation à l'identique en transport terrestre, en transport routier notamment, et on verra tout ça à la toute fin de notre présentation. Alors, je l'ai dit, ça ne concernait que le transport de colis. Tout ce qui est vraquier, tout ce qui est transport autre qu'en colis, ce sont d'autres réglementations qui vont s'appliquer dans ces cas-là. Le code IMDG n'est pas concerné par ce type et ce moyen de transport de marchandises dangereuses. Tout à fait, il y a une différence entre ce qu'on va appeler le conditionné, si je puis me permettre, le non conditionné. Voilà. C'est ça. Chaque mode ayant son propre ou ses propres règlements complémentaires. Voilà. Alors, le code IMDG n'est pas tout à fait conçu comme l'ADR. Je pense que parmi vous, certains ont quelques notions concernant l'ADR. L'ADR a 2 volumes lui aussi, mais vous avez le volume 1 qui concerne les parties 1, 2 et 3, et le volume 2 qui concerne les parties 4 à 9. Eh bien là, ce n'est pas conçu de la même façon, puisque dans le premier volume, on va avoir les parties 1, 2, 4, 5, 6 et 7,
Donc, disposition générale qui concerne la partie 1, c'est là où on verra juste un peu après qu'il n'y a pas autant de chapitres qu'il y en a dans l'ADR. La partie 2 qui reste à l'identique aux autres réglementations qui concernent la classification des matières dangereuses, hein, leur attribuer un code ENU, un niveau de danger, les étiquettes ou les différents dangers, qu'ils soient primaires ou secondaires. Ça, c'est la classification, qui est là aussi un petit peu différente. La partie 2 du code IMDG a 2 chapitres qui ne se retrouvent pas en ADR. La partie 3 n'est pas dans le volume 1, elle sera dans le volume 2, avec la liste des marchandises dangereuses dans le tableau A, et on pourrait presque appeler tableau B, c'est-à-dire un index. Le code IMDG l'appelle index, où on va retrouver, à travers la dénomination des produits, la possibilité de retrouver leur code ONU, hein, puisque là, c'est classé non pas par numéro ONU dans cet index, mais par dénomination des produits par ordre alphabétique. Et puis, des dispositions spéciales, etc. Tout ça, cette partie 3 est spécifiquement et exclusivement dans le volume 2. C'est la partie 4 qui, elle, tout comme en ADR, concerne l'utilisation, j'insiste bien sur le mot utilisation, des emballages et des différents contenants, que ce soit les citernes mobiles ou autres. En partie 5, c'est les procédures d'expédition, comment on va étiqueter les colis, comment on va placarder ou signaliser orange éventuellement les citernes mobiles et les conteneurs. Le 5.4 concernera, là encore, le document de transport marchandises dangereuses, qui est un peu plus complet que celui qui concerne l'ADR. Et puis, la partie 6 concerne non plus l'utilisation qui était en partie 4, mais la construction et les épreuves que doivent subir les emballages et les citernes, ou plutôt les conteneurs citernes, hein, qui sont présents, qui sont acceptés en code IMDG. Donc, on a à peu près la même structure à ce niveau-là. Et puis enfin, la partie 7. Alors, la partie 7 concerne, tout comme en ADR, les opérations de transport, hein, notamment le chargement en commun, etc. Sauf qu'on verra un peu plus tard, cette partie 7 est bien différente de celle qu'on retrouve en ADR, puisque les restrictions de chargement en commun en code IMDG sont beaucoup plus restrictives que celles qu'on a en ADR. On y reviendra un peu plus tard. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de partie 8, il n'y a pas de partie 9. Et non, la partie 8, qui concerne notamment les obligations des conducteurs ou la formation des conducteurs en ADR, etc., ou les tunnels, évidemment, en 8.6, ça n'existe pas en code IMDG, c'est tout à fait logique. Donc, cette partie 8 n'existe pas. Et la partie 9, qui en ADR concerne les véhicules qui transportent des citernes de plus de 1000 litres ou des conteneurs citernes de plus de 3000 litres, eh bien, là encore, ça n'existe pas en code IMDG. Donc, nous serons limités à cette partie, départagée, comme on le voit à l'écran, entre ces 2 volumes. Et en plus de ces 2 volumes, c'est plutôt à l'attention d'ailleurs des capitaines des différents navires. Il y a un recueil INF, bon, ça concerne que la classe 7, c'est-à-dire les matières radioactives. Et sinon, il y a les consignes d'urgence pour les navires qui transportent des marchandises dangereuses et un guide de soins médicaux d'urgence qui permet aux capitaines d'avoir, comment dire, de pouvoir aider en cas de problème des personnels à bord du navire, différents membres d'équipage. Et puis, différentes directives qui concernent les procédures de compte rendu et la partie chargement des conteneurs et des véhicules qui, normalement, devrait se faire dans les différents ports via des logiciels, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Et donc, ça vient appuyer cette façon de charger les conteneurs. Bon, ça, ce sont des suppléments sur lesquels on n'interviendra pas pendant cette présentation. Qui ne concerne principalement, qui ne concerne pas les transporteurs et autres. Donc, j'ai une question. Bonjour. Où se trouve la partie d'agrément des navires et la formation des équipages s'il n'y a pas de partie 8 et 9? Alors, il n'y a pas, concernant la formation des équipages, ce sera en partie 1.3, comme en ADR. On va en parler un peu tout à l'heure. Cette partie 1.3 qui est là aussi, beaucoup plus complète qu'elle ne l'est en ADR. On va en parler rapidement tout à l'heure, mais sachez que
on est bien d'accord qu'en ADR, on a deux types de formations. La formation, enfin, principalement deux, en dehors de celle du conseiller à la sécurité. La formation 1.3 qui concerne les personnes, les intervenants dans la chaîne du transport, donc qui ne transportent pas eux-mêmes la marchandise dangereuse, mais sont amenés à côtoyer ces marchandises dangereuses, en tout cas les réglementations qui les concernent, hein. Et puis la formation 8.2 qui concerne les conducteurs qui transportent dans leur camion ou dans leur véhicule ces marchandises dangereuses. Et bien là, c'est la formation 1.3 qui concerne les membres d'équipage des, comment dire, et autres des personnes qui sont à bord de ces navires qui transportent ces marchandises dangereuses. Alors, on a deux parties en fait dans le 1.3 de l'IMDG. On a une partie pour les personnels dits à terre. Donc, ça va être tout ce qui va être préparation administrative de l'expédition. Et toute une partie donc pour les opérateurs qui vont, entre guillemets, préparer physiquement, hein, d'accord, sur le terrain, cette expédition. Et une autre partie, donc 1.3 pour les personnels à bord des navires. Et très souvent, en fait, ces formations sont faites et renouvelées par les compagnies maritimes elles-mêmes. Alors, pour continuer et achever cette présentation du code IMDG dans sa structure, donc on l'a évoqué tout à l'heure, de la fabrication du produit, de l'expédition de ce produit jusqu'à la manutention portuaire, c'est-à-dire son arrivée sur le port, il y a des différentes parties comment dire, se succèdent, en sachant que la partie numéro 1, on l'a vu, c'était tout à l'heure les dispositions générales, celles qui concernent le champ d'application, les définitions, les obligations de formation, etc. Ah oui, alors la personne demande pour l'agrément des navires. Tout à fait. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais oui, une personne repose la question. Et pour l'agrément des navires, ben, là, c'est l'OMI qui gère cette partie-là. avec des Ça ne fait pas instructions. partie du code IMDG. Voilà. Mais vous avez peut-être entendu parler lors de derniers accidents maritimes des audits faits dans les ports par des contrôleurs maritimes, d'accord, qui appliquent en fait et qui viennent vérifier l'état des navires et et les normes de construction quand c'est dans les chantiers, C'est ça. de façon à pouvoir certifier le navire. Et c'est toute une autre partie qui n'est pas du tout reprise dans le code IMDG. Code qui est le propos de ce jour. Ouais. Donc, la disposition 1 concerne, je le disais, le champ d'application du code IMDG, les différentes définitions. Alors là encore, le 1.2, le 1.2.1, le 1.2.2 et le 1.2.3 existent de la même façon en ADR, hein. Les abréviations et les différentes unités de mesure comme en ADR. C'est là qu'on va aussi avoir en disposition générale le 1.4 qui concerne la sûreté. Alors, on parlait tout à l'heure, mais la sûreté n'est pas au chapitre 1.10 comme en ADR, elle est au chapitre 1.4. Et il n'y a pas plus de chapitres en partie 1 que jusqu'au chapitre 1.4. Il n'y a pas de 1.5 jusqu'au 1.10, ça n'existe pas en code IMDG. Donc, les mesures transitoires ne sont pas du tout présentées au chapitre 1.6, il n'y a pas de chapitre 1.6. Elles sont présentées à un autre endroit. Pour revenir sur la sûreté, Oui. il y a quand même le code ISPS complémentaire qui s'applique, hein, d'accord, et qui est une autre réglementation avec là aussi des agréments pour les compagnies maritimes et pour toutes les compagnies, on va dire, de manutention portuaire, pour faire simple. Ensuite, la classification, ben, c'est là qu'on va pouvoir, à travers la liste des marchandises dangereuses, enfin déjà en fonction des différentes classes, trouver les critères qui correspondent à chacun aux produits qu'on est amené à transporter. Je rappelle que c'est à l'expéditeur de faire la classification de sa matière. Donc, en fonction de certains critères qui sont listés dans les différentes sections pour les différentes classes, on va pouvoir déterminer le code ONU à travers justement cette liste de marchandises dangereuses, déterminer le niveau de danger qui est déterminé par ce qu'on appelle le groupe d'emballage et les différents dangers, qu'il n'y ait qu'un seul danger et qu'il puisse y en avoir jusqu'à 3 pour une seule et même matière. Ensuite, la liste des marchandises dangereuses. Donc, la partie 3, on l'a vu, c'était dans le volume 2. C'est là qu'on va retrouver un index si on n'a pas le code ONU ou si on a le code ONU, aller directement dans le tableau A pour avoir les différents points qui concernent la matière dangereuse qui nous concerne, hein. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure.
Ensuite, on a la partie 4 qui, je le rappelle, concerne l'utilisation des emballages et des citernes mobiles et autres contenants qui seraient utilisés à être agréés par le code IMDG. La partie 5 qui, elle, concerne les procédures d'expédition comme l'étiquetage des colis, la signalisation des engins de transport, pardon, ou la documentation qui est obligatoire. La partie 6 qui donne les dispositions pour la fabrication des contenants, notamment des conteneurs ou des citernes mobiles. Et enfin, la partie 7 qui est consacrée à l'opération de transport proprement dite, à savoir l'arrimage, la séparation des matières, les dispositions en cas d'événement qui sont à prendre. On en parlera un peu plus en détail parce que c'est là où il y a beaucoup de différences par rapport à l'ADR. Et puis après, ben, une fois que la marchandise est déchargée sur le port, c'est l'ADR qui prend le relais, ou le RID s'il s'agit de transport ferroviaire, ou l'ADN s'il s'agit de transport fluvial. Mais le code IMDG s'arrêtera à ce moment-là. Oui, le code IMDG s'arrête à la notion de quai, hein, et tant que dans l'enceinte du port, c'est le RPM qui s'applique. Absolument. Il prend le relais. RPM qui est bien sûr en cohérence avec toutes les réglementations d'approche du mode le plus long qui est le mode maritime. Voilà, et ça, c'est le supplément dont on parlait très rapidement. Avez-vous des questions par rapport à cette présentation? Cette introduction par rapport au code IMDG? Apparemment, on a répondu, c'est vrai, au fur et à mesure aux quelques questions qu'on a eues. Donc, n'hésitez pas à les poser. Quand on peut y répondre dans l'instantané, c'est vrai que c'est aussi plus simple, parfois. Parfois, elles sont plus techniques et nécessitent de faire la pause. Je te propose de continuer. Oui, tout à fait. Voilà, à toi. Alors, on va essayer d'avoir une présentation chronologique par rapport aux différentes parties. Le 1, c'est les dispositions générales. Alors, comment dire, les différentes exemptions sont évoquées notamment en quantité limitée ou en quantité acceptée un peu plus tard. Après le 1.2, les définitions, les unités de mesure et les abréviations, je n'en parle pas, ça, même s'il y a évidemment des définitions différentes de celles qu'on trouve en ADR, il n'empêche que le chapitre est le même. Par contre, le 1.3 est différent dans le code IMDG par rapport à l'ADR. Et on vous dit, le personnel à terre ayant à s'occuper du transport des marchandises dangereuses par mer doit, c'est une obligation, recevoir une formation adaptée à ses responsabilités en matière de dispositions relatives à ces marchandises. On dit aussi donc que ça concerne aussi bien les gardiens de ports différents que comment dire, les personnels administratifs. Absolument. Les manutentionnaires de port. Absolument. Et puis, tous les opérateurs qui vont faire le transit. Hein, ce qu'on appelle le transit. Dockers, et autres. Voilà, et autres. Et je n'oublie pas les personnels à port, à terre, des officiers, ce qu'on appelle les officiers de port, hein, qui sont à la capitainerie et qui gèrent les trafics. Voilà. Eux aussi doivent être formés et régulièrement suivre en fait l'évolution de la réglementation. Et pour avoir une preuve de cette formation, ils ont évidemment une attestation qui leur est délivrée. Comme en ADR. Alors là où on voit les différences, voilà, en fonction des différents types de personnes, les différents types de formations qui peuvent être concernés. Alors vous voyez par exemple, quand ça concerne des personnes qui sont concernées par l'emballage des colis, si on regarde le tableau de droite, en point 2, emballé dans des colis, eh bien, on évoque les différents thèmes qui sont cochés ici, qui disent voilà les différentes parties du code EMDG qui devront être évoquées, hein, voire plus. Et on a à chaque fois, pour la partie 2, on a le descriptif du contenu de cette formation, qui est par exemple prescription concernant les emballages, le type d'emballage, les GRV, les grands emballages, les citernes mobiles, etc. Le marquage des emballages, hein, montrer qu'ils ont été agréés, etc. Les prescriptions relatives à la séparation des matières, hein, puisque ceux qui emballent peuvent être également concernés par ça. Et les quantités limitées, les quantités acceptées, donc les différentes exemptions. Le marquage, l'étiquetage,
etc. Les soins de premier secours, les consignes d'intervention d'urgence, les procédures relatives à la sécurité de la, etc. Donc, il y a plusieurs pages qui énumèrent en fonction de ce qu'on fait dans le cadre de ce transport maritime de marchandises dangereuses, en fonction de ses responsabilités et de son action, eh bien, le code IMDG a listé les différents points qui devaient faire partie de la formation en question. Voilà, c'est plus précis et plus complet que ce qu'on retrouve en ADR. Tout à fait. Et je dirais que c'est beaucoup plus facile aussi à organiser, à mettre en œuvre, puisqu'en fait, on a ce que j'appellerais le menu des obligations de chapitre qui doivent être vues en fonction du métier ou de la tâche de la personne qui assistera à la formation. Voilà. Le point numéro 4, par exemple, charger et décharger les engins de transport. Eh bien là, on voit que, par exemple, on demande à la personne d'être formée sur le marquage, l'étiquetage, la documentation, les différentes classes de matières dangereuses, etc., etc. Les prescriptions du CSC, c'est la convention de sécurité des conteneurs, hein, qui impose de charger uniquement dans les conteneurs en bon état. Voilà, Entre autres, voilà. entre autres. Je crois qu'il y a eu une personne qui a intervenu dans le chat, je n'ai pas eu le temps de lire la question. Alors, quand l'autorité portuaire demande des gardiens au pied des navires, est-ce qu'ils doivent être aussi formés? Oui, Tout à fait. Tout à fait. Et donc, je peux le dire, puisque je le fais sur un certain nombre de ports, ces personnes sont formées selon un programme qui a été élaboré avec la capitainerie du port pour effectivement coller véritablement aux besoins du port et aux attentes de la capitainerie, puisqu'en fait, il y a une interaction entre les gardiens et la capitainerie en cas d'incident, ce qu'on ne souhaite jamais, hein, d'accord? Et comment est-ce qu'ils doivent réagir et quelles sont les informations qu'ils doivent transmettre, entre autres, à la capitainerie de façon à enclencher, je veux dire, les secours, pour faire simple. Voilà. Donc, et ça, c'est dans tous les ports. C'est à faire. alors ça, c'était la partie 1.3, donc sur la formation des personnes concernées par le transport maritime de marchandises dangereuses. Et pour achever cette partie 1, le 1.4, Ah, pardon. oui, là, Petite animation. le chapitre 1.4 qui concerne la sûreté. Alors, le chapitre 1.4 en ADR, c'est les obligations des différents intervenants. Là, il n'est pas du tout, c'est pas du tout ça. La sûreté, je rappelle que cette sûreté fait l'objet, suite aux actes, des différents actes de terrorisme, de plus d'attention depuis maintenant plus de 20 ans. Et là encore, notamment en 2002, le 12 décembre 2002 à Londres, la convention a été amendée pour s'enrichir d'un chapitre 11.2 qui fait référence à un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, dit code ISPS, que tu évoquais Tout à l'heure. tout à l'heure. Ouais. Élaboré par le comité de sécurité maritime de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, hein, et adopté par l'OMI et rendu applicable au 1er juillet 2004. Donc, comme on peut le voir, notamment en France, hein, il y a de très nombreuses années, on pouvait traverser différents ports à pied sans en faire partie du port, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout est réglementé. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer sur ces différents ports. Et évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Il y a tout ce qui est sûreté qui est forcément pris en compte pour limiter ces risques d'actes de terrorisme avec de la matière dangereuse. Ça a été une véritable révolution, hein. Aussi bien pour les personnels que pour les personnes qui aimaient se promener le long des quais et flâner et regarder les navires et les faire rêver pour les navires qui partaient à travers tout le monde, hein, le monde entier. Voilà. Donc, c'est le chapitre 1.4, je le rappelle, qui regroupe ces différentes obligations. Alors ça, c'était pour la partie 1.4. Maintenant, de façon plus générale, je voudrais présenter au niveau des différentes parties les comparatifs entre le code IMDG et l'ADR avant de passer à la partie 2 et autres. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bon, je n'ai pas évoqué le 1.5, c'est vrai, parce que les matières radioactives, peut-être que parmi vous, certains sont concernés. C'est vrai que j'ai un peu zappé cette partie 1.5.
qui est en partie 1.7 en ADR. Comme vous pouvez le constater, donc pas de chapitre 1.6. Je fais j'ai une question sur le 1.3 tout de suite. Ah. Autant y répondre, Oui, si tu permets Oui. de te couper. Qu'en est-il des commissionnaires de transport et le 1.3? Les commissionnaires sont des déclarants, entre guillemets, hein, et donc ils font partie de tout l'administratif, de rédaction et de décision de l'acte de transport. Alors, et donc, en tant qu'organisateurs, ils sont soumis au 1.3. Voilà. Alors, commissionnaires, dans certains ports, on les appelle transitaires, et ils ont des noms locaux, entre guillemets, hein, d'accord. Parfois, les métiers se regroupent ou les sociétés font plusieurs activités. Je vous rappelle que hein, à chaque fois qu'on a un nom et on a derrière des contraintes réglementaires hein, pour chacun d'entre eux avec des responsabilités. Et parfois, on mélange un peu tout ça parce qu'on fait beaucoup de choses à bord de de ces pools administratifs, je dirais, de déclarants en douane, etc. Parfois complétant. Eh bien, on est tenu d'être formé selon le chapitre 1.3 et on peut remonter après dans le tableau, que j'appelle le tableau des compétences, hein, d'accord, et trouver cette formation initiale et de mise à niveau régulière, comme pour les autres chapitres 1.3 des autres réglementations dites terrestres, entre autres. donc pas de chapitre 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, hein, contrairement à ce qu'il y a dans l'ADR. La partie 2, alors elle est différente. Alors il y a des points communs, mais c'est un peu différent. Vous voyez que déjà, il y a un chapitre 2.0 qui n'existe pas en ADR, qui concerne les introductions et principes de classification, qui eux sont en 2.1 dans l'ADR. Et après, au lieu d'avoir le 2.2.1 pour la classe 1, le 2.2.2 pour la classe 2, le 2.2.3 pour la classe 3, le 2.2.41, etc. pour la classe 4.1, là c'est structuré différemment dans le code IFDG. On a le chapitre 2.1 pour la classe 1, le chapitre 2.2 pour la classe 2, le chapitre 2.3 pour la classe 3, le chapitre 2.4 pour les classes 4.1, 4.2 et 4.3, le chapitre 2.5 pour les classes 5.1 et 5.2, le chapitre 2.6 pour les classes 6.1 et 6.2, etc., jusqu'à la classe 9 au chapitre 2.9. Et ce qui n'existe pas en ADR, le chapitre 2.10 qui concerne uniquement les polluants marins, qui a un chapitre particulier en code IMDG. Ensuite, la partie 3 est structurée presque d'une façon semblable. Alors, il y a encore quelques petites différences. Bon, il y a évidemment la liste des marchandises dangereuses dans le tableau A, de la même façon. Il y a des dispositions spéciales, de la même façon. Il y a les quantités limitées et les quantités exceptées, tout comme en code en ADR. Par contre, au 3.1.4, on y viendra en fin de présentation. On parlera de la séparation des matières qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est plus exigeante en code IMDG qu'elle ne l'est en ADR. Et au 3.1.4, on a les groupes de séparation des matières avec le détail des codes OELU qui concernent ces différents groupes. J'en parlerai un peu plus en détail, mais c'est en partie 3 que ça se trouve. On a aussi, on verra tout à l'heure, la liste des non spécifiés par ailleurs. Cette liste des non spécifiés par ailleurs n'est pas. Alors, dans l'ADR, c'est au 2.2, par exemple, 2.2, 2, que sont les non admis au transport, et 2.2.2, par exemple, pour la classe 2, qui sont 2.2.2.3, pardon, que sont mis les différents, les rubriques collectives, les non spécifiés par ailleurs. Par contre, en code IMDG, toutes ces rubriques collectives sont regroupées en partie 3 à un endroit bien particulier. Alors, quelqu'un devrait. Vous délivrez le support à l'issue de la formation. Très bonne question, je ne sais plus. On vous répondra tout à l'heure à l'issue, oui, tout à fait. Je vais répondre. Vas-y, réponds, vas-y. Merci Dominique. Là, comme vous savez, la présentation est enregistrée, donc vous y aurez accès autant que vous voulez par un lien qui vous sera communiqué a posteriori. Voilà. Merci Donc, Dominique. voilà. Donc voilà, on en reparlera un peu plus de la partie 3 tout à l'heure, mais il y a beaucoup de points communs et quand même quelques différences par rapport à ce qui est présenté dans l'ADR. La partie 4 est quasiment à l'identique, sauf que
à partir de, ça s'arrête au chapitre 4.3, l'utilisation des conteneurs pour vrac. Et après, il n'y a pas de 4.4, il n'y a pas de 4.5, etc. Ça se limite en fait au chapitre 4.1, 4.2 et 4.3. Hein. Je rappelle que le 4.3, utilisation des conteneurs pour vrac en code IMDG, ça correspond en ADR à l'utilisation des citernes fixes et des conteneurs citernes en matériaux métalliques. Après, il peut y avoir l'utilisation pour les citernes fixes ou autres en plastique renforcé de fibre, etc. Ça n'existe pas, enfin, ça n'est pas présenté en code IMDG. Ensuite, la partie 5, qui, elle, regroupe pas mal de choses à l'identique. Hein. Le 5.1, les dispositions générales concernant les procédures d'expédition, est identique. Le chapitre 5.2 sur le marquage et l'étiquetage, c'est pareil, on retrouve. Alors évidemment, à l'intérieur, les choses ne sont pas tout à fait à l'identique, mais la structure est la même. Le chapitre 5.3 en ADR, c'est le placardage et la signalisation orange des différentes unités de transport, enfin des véhicules. C'est presque pareil, sauf que il n'y a rien sur la signalisation orange concernant, en fait, la signalisation orange qui n'est pas identique en code IMDG qu'en ADR, elle est dans le marquage, hein, et pas du tout dans le. Elle est dans le placardage, pardon. Elle n'est pas du tout. Il n'y a pas de sous-section spécifique pour la signalisation orange en code IMDG. Et puis, pour le chapitre 5.4, la documentation, ben, il y a beaucoup de choses identiques, mais il y a quand même des choses un peu différentes, notamment les consignes écrites qui sont en 5.4.3 en ADR. Et bien en 5.4.3, on a les documents requis à bord des navires. Vous voyez, c'est quand même un peu différent. La partie 6, là encore, elle est un peu moins complète en code IMDG qu'elle ne l'est en ADR, puisque je rappelle que depuis l'ADR 2023, on va jusqu'au chapitre 6.13 qui concerne les citernes fixes en plastique renforcé de fibre. Le 6.11, le 6.12 n'existe pas, notamment pour les MEMU, n'existe pas en code IMDG. Donc on s'arrête au chapitre 6.10 sur les citernes mobiles en plastique renforcé de fibre. D'accord? Pour le 6.4, c'est à l'identique, sauf le 6.4.24 qui concerne les mesures transitoires qui sont au chapitre 1.6 de l'ADR et qui là sont au 6.4.24 pardon, du code IMDG. Et puis, comme on peut le constater, entre le 6.9 et le 6.10 en code IMDG et en ADR, en fait, ils sont inversés. Le 6.9 en code IMDG, c'est le conteneur pour vrac, alors qu'il est en 6.10 en ADR. Et le 6.10, c'est les citernes mobiles en plastique renforcé de fibre en code IMDG, il est en 6.9 en ADR. Pour finir, la partie 7. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de choses différentes. Elle est plus complète et bien différente en code IMDG. Les dispositions générales au 7.1, pas tout à fait présentées pareil, puisque le 7.1 en code IMDG concerne l'arrimage des différents colis, et y compris des conteneurs, puisque les conteneurs sont considérés comme des colis. La partie 7.2 qui concernait les dispositions concernant le transport en colis en ADR, ben là, c'est la séparation des matières, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Le chapitre 7.3, c'est tout ce qui concerne l'empotage. Le 7.4, c'est l'arrimage et la séparation à bord pour les porte-conteneurs ou pour le 7.5, les navires rouliers, c'est-à-dire tout ce qui est ro-ro, hein, c'est-à-dire à bord des ferries notamment. Le 7.6 pour les navires pour marchandises diverses. Il y a un 7.7 qui concerne les barges. Il y a 7.8 pour les différents événements, les incendies, etc., dont on ne parlera quasiment pas hein, aujourd'hui. On n'a pas le temps de vous présenter tout. Et enfin, le 7.9 avec certaines exemptions, approbations et certificats. Vous voyez que c'est différent. Et, eh bien, il n'y a pas de partie 8, il n'y a pas de partie 9 en code IMDG, comme je l'avais dit en introduction. Tout ce qui est prescription relative aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation, ça n'existe pas en code IMDG. La construction et l'agrément des unités de transport n'existe pas non plus. Voilà. Alors, pour parler classification, donc c'est la partie 2. On a en classification donc la description des 13 classes, hein, avec le 2.2 pour la classe 2, la 2.1 pour la classe 1, etc. Et les différents critères, là, il n'y a pas beaucoup de changements. Sauf que
pour les différentes parties concernant ces différentes classes. À la fin de ces différentes classes, il n'y a pas de marchandises non admises au transport. Ou du moins, on est très vague dans ce domaine. À cet endroit-là du code IMDG, on dit juste les matières qui sont chimiquement dangereuses sont interdites au transport IMDG. Pour les non admis au transport, on le verra plus tard, ce n'est pas à cet endroit-là qu'on les trouvera. Ce seront notamment dans les dispositions spéciales 900 qu'on va retrouver ces non admis au transport complétés par les dispositions spéciales 349, 350, 351, 352 et 353 qui listent pour les différentes classes les marchandises non admises au transport IMDG. Donc c'est un peu différent. Et puis le tableau A, ben, il a une structure un peu différente, avec un nombre de colonnes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et on va en parler un peu plus en détail. Et puis ce qu'on appelle le tableau B en ADR, qui je le rappelle n'est pas un tableau réglementaire ADR, hein, il est juste là pour faciliter la recherche des codes ONU, eh bien il s'appelle en code IMDG l'index. On va retrouver les différents noms des différents produits autorisés ou interdits au transport maritime, avec leur code ONU s'y afférent. Et donc, pour la partie 2, les sous-divisions, bah, c'est au 2.1, les gaz inflammables. Au 2.2, on aura donc les gaz avec les trois subdivisions, les trois sous-divisions pardon, qu'on connaît en ADR également. 2.1 pour les gaz inflammables, 2.3 pour les gaz toxiques et 2.2 les gaz ni inflammables et ni toxiques. Donc là, il n'y a pas de grande différence, hein, en sachant que on a toujours, comme en ADR, une prépondérance de la toxicité par rapport aux différents gaz. Je rappelle que les gaz peuvent avoir jusqu'à 5 dangers. Ils peuvent être inflammables, toxiques, comburants, asphyxiants et corrosifs. Sachant que s'ils sont corrosifs, ils seront forcément toxiques. Eh bien, quand on a différents dangers, ce sera toujours, s'il y a un danger de toxicité, le danger qui prévaudra par rapport aux autres. Là, il n'y a pas de changement par rapport à ce que préconise l'ADR par rapport à l'ordre de prépondérance des différents dangers. Les polluants marins donc, sont présentés au chapitre 2.10 du code IMDG. Alors, dans l'index qui est présenté en partie 3, on a une colonne qui s'appelle PM pour polluants marins, sur lequel on pourra retrouver de temps en temps, pour certains codes ONU, un P qui est présent. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais sachez que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de P face au nom et au code ONU de la matière concernée que ce ne sera finalement pas déclaré comme polluant marin. Vous allez me dire, c'est quand même un peu compliqué cette histoire. Si c'est polluant marin, c'est censé être signalisé avec un P dans cette colonne. Eh bien, le code IMDG dit que, notamment à travers les FDS, les fiches de données de sécurité, si dans les rubriques 2 ou les rubriques 16 de la FDS, il y a un H400, H410 ou H411, et qu'il n'est pas indiqué comme polluant marin dans l'index du code IMDG, il sera déclaré comme polluant marin néanmoins pendant le transport maritime. Donc en fait, on a d'une part le P indiqué dans l'index qui, là, il n'y a pas le choix, ce sera forcément polluant marin, mais ça peut être complété, notamment je pense à l'essence et au gazole, qui ne sont pas déclarés, aussi bizarre que ça puisse paraître à certains d'entre vous, comme polluant marin dans l'index du code IMDG. Ils sont par contre, dans les FDS en France, dans les rubriques 2 et 16, déclarés H400, H410, H411. Ils seront déclarés donc polluants marins s'ils sont chargés sur un navire. Voilà. C'est un cas un peu particulier, une gestion un peu différente. C'est bien dans la section 16 qu'on retrouve toutes ces informations. 16, mais aussi la 2, hein, on peut retrouver aussi ces informations-là. 2 et 16, c'est là qu'on peut retrouver ces H qui indiquent certains niveaux de danger. Voilà par rapport à ces différents points. Voilà. Attention, en section 16, oui, il y a des phrases H de la section 2, mais aussi de la section 3.
Section 3, je n'en ai pas vu, mais peut-être. C'est possible. Après, c'est possible. Hein. Je vous dis, c'est dans Oui. ces deux sections, ces deux rubriques, 2 et 16, qu'on peut retrouver les H4. Alors, il y en aurait 3 aussi en section. Oui. Il y en a aussi dans la section 3, Ouais. complémentaire. Merci pour ce petit point de précision. Ensuite, donc, en partie 3, spécifique au volume 2, hein, on a les listes des marchandises dangereuses, hein, de tableau A un peu différents, mais qui portent la même dénomination. On a aussi au 3.1.4 les différents groupes de séparation qu'on évoquera tout à l'heure, 3.1.4. Et puis l'appendice A qui regroupe les désignations génériques et les non spécifiés par ailleurs en fonction des différentes classes. Et l'appendice B qui est un glossaire de termes de la classe 1. Pour ceux qui font de l'explosif, peut-être qu'il y en a parmi vous, c'est au 2.2.1 qu'on va retrouver notamment un glossaire des différents types, notamment de feux d'artifice, de divertissement, etc. Mais là, ce glossaire est en appendice B. Et puis, l'index qu'on a déjà évoqué, je n'y reviens pas trop en détail, où on va retrouver si c'est polluant marin ou pas au titre du code IMDG, la classe et puis le code ENU, en sachant que parfois, on va vous renvoyer vers un autre nom pour certains produits. On va le voir un peu plus en détail. Dans l'ADR. Oui, mais alors en ADR, on va avoir éventuellement, si je prends un produit qui surprend beaucoup, qui s'appelle les balles de tennis de table, en ADR, on va vous renvoyer vers le code ONU 2000, qui correspond à celluloïd. Eh bien, dans certains cas, on aura la même chose en code IMDG, mais parfois, on verra vers un autre nom. Et c'est ce nom-là qui, quand on ira le chercher dans l'index, permettra de connaître le code ONU. Concernant le tableau A, alors sa structure est différente. Hein. Sa structure est différente de celle qu'on a en ADR, pardon. C'est bon. Non, Alors, la colonne 1 et la colonne 2, ça ne change pas. Colonne 1, toujours le code ONU. La colonne 2, toujours la désignation officielle. Je rappelle que la désignation officielle, c'est celle qui apparaît en majuscule. D'accord? Qu'on va retrouver d'ailleurs en colonne 18 hein, pour le code ONU. Et après, eh bien, on va retrouver. Vas-y, s'il te plaît. oui. Donc ça ne change pas par rapport à l'ADR. Oui. Par contre, la classification, c'est pas structuré pareil. C'est-à-dire que il y a une colonne 3, il n'y a pas de colonne 3A, 3B comme dans le tableau A de l'ADR. La colonne 3 dit quelle est la classe de la matière, et colonne 4 dit les dangers subsidiaires. C'est allé un peu trop vite. Pardon, excuse-moi, je suis à jongler avec les deux. Ouais, voilà. Non. J'ai rien tout fait là. Pardon, c'est moi qui suis peut-être allé. Voilà. Donc, c'est là qu'on a notamment la notion à nouveau de polluant marin en danger secondaire, mais c'est là qu'on va aussi avoir les dangers secondaires. Alors, ça peut choquer peut-être certains qui sont habitués à l'ADR. Hein. En ADR, on parle pas, enfin, en code IMDG, on parle de classe, y compris pour les dangers secondaires, ce qui n'est pas le cas en ADR. Bon, peu importe. Et puis, le groupe d'emballage est en colonne 5, alors qu'en ADR, en colonne 5, on a les différentes étiquettes de danger. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait structuré pareil. Ensuite, en colonne 6, comme en ADR, on a les dispositions spéciales. Je rappelle que c'est à ce moment-là qu'on va avoir des dispositions spéciales spécifiques au code IMDG. Hein. À partir de la disposition spéciale 900 et toutes celles qui suivent, elles sont propres au code IMDG, elles n'existent pas en ADR. D'accord? C'est là qu'on va retrouver notamment la disposition spéciale, donc 900 que j'évoquais tout à l'heure pour les non admis au transport, complétée par les dispositions 349 à 353. Et puis la disposition, par exemple, 960, qui regroupe les rubriques non soumises au code IMDG, les codes ONU non soumis au code IMDG, mais soumises au IATA. Par exemple, le code ONU 2807, qui concerne les masses magnétisées, il a
Ce code ONU bénéficie de la DS 960 pour dire qu'il n'est pas soumis au code IMDG, mais qu'il est soumis au IATA. Je rappelle qu'il n'y a pas plus exigeant comme réglementation de transport de marchandises dangereuses que l'IATA, c'est-à-dire le transport par voie aérienne. Et juste avant, en termes de restrictions, c'est le code IMDG. Les transports terrestres sont moins exigeants que ces deux réglementations. Donc voilà des points un peu particuliers. Les dispositions spéciales 900 et qui suivent sont spécifiques au code IMDG. Ensuite, on va avoir une structure également un peu différente. Alors, on a toujours les colonnes 7A, 7B pour les quantités limitées et pour les quantités acceptées. Ça reprend à peu près la même chose que ce qu'on a en ADR, même s'il y a des points un peu différents que j'évoquerai tout à l'heure quand on parlera de ces exemptions. Ensuite, en colonne 8 et 9, on a ce qui concerne les emballages. Alors, toujours avec les P pour le transport par colis, les LP pour les grands emballages. Et puis, on a une colonne, deux colonnes spécifiques pour les GRV, colonne 10 et colonne 11, avec les différentes IBC, Intermediate Bulk Container, c'est-à-dire les GRV, grands récipients pour vrac, qui sont, eux, spécifiquement colonne 10 et 11. Ensuite, la colonne 12 est réservée. Elle n'existe pas en code IMDG. Enfin, elle existe, mais elle est réservée. Il n'y a rien de particulier qui apparaît dedans. Et ensuite, les colonnes 13 et 14 concernent les citernes mobiles. Vous voyez, là encore, c'est différent de ce qu'on a en ADR. Avec le code de la citerne mobile en colonne 13, et puis les dispositions complémentaires pour ces citernes mobiles, avec les TP, etc., que vous connaissez peut-être, qui sont cette fois-ci apparentes en colonne 14. Ensuite, en colonne 15, on a les consignes d'urgence, les fiches de sécurité, etc., qui normalement concernent particulièrement le capitaine du navire, commandant de bord. Donc, j'en parlerai pas, quasiment pas. Et ensuite, les colonnes 16A et 16B qui concernent pour la colonne 16A l'arrimage et la manutention de ces marchandises dangereuses, de ces colis. Et puis la colonne 16B qui est relative à la séparation, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et enfin, la colonne 17 qui n'existe pas en ADR, qui concerne les propriétés et autres observations qui concernent ces marchandises dangereuses. C'est là que, par exemple, on aura pour les liquides inflammables notamment, les points d'éclair en creuset fermé qui, entre parenthèses, devront être présents, on parlera tout à l'heure, sur les documents de transport marchandises dangereuses. Donc, il y a différents points qui devront être présents à travers ce qu'on a en colonne 17. Et puis en colonne 18, on retrouve le code ONU qu'on avait en colonne 1 tout à l'heure. Voilà pour ce tableau-là, bien entendu, en allant assez peu en détail, on n'a pas le temps de trop détailler. Ensuite, concernant l'index, comme je l'évoquais tout à l'heure, si je veux savoir à quel CONU est rattaché le propane, eh bien, je vais dans l'index, je regarde propane et automatiquement, j'ai sa classe en 2.1 et j'ai son code ONU 1978 qui est indiqué. D'accord? Je vais trop vite. Ouais, c'est pas grave. Et si par contre, je cherche par exemple le Mécart, c'est ça? On vous renvoie carbamate pesticide, on vous renvoie vers un autre nom de produit qui, une fois qu'on l'aura trouvé, permettra de trouver le code ONU. Voilà, là on vous renvoie vers un autre endroit de l'index qui permettra de trouver le code ONU et d'aller ensuite dans le tableau. C'est un peu le même principe que ce qu'on retrouve en tableau A, en tableau B et en tableau A de l'ADR. Petite question éventuelle. Ça va, c'est clair pour l'instant? A priori, oui. Bon, voilà. Tant mieux. Mais on va avancer un petit peu quand même. Oui. Le temps s'écoule. Oui. Alors, ensuite, les emballages. Alors, l'application partielle de la réglementation quand on est en exemption partielle, quantité limitée et quantité acceptée, ça revient
à la même chose que ce qu'on a en ADR, donc je ne vais pas trop développer. Hein, c'est toujours en emballage combiné pour les quantités limitées. On va avoir les emballages intérieurs dans un emballage extérieur. Il faut qu'on respecte la quantité maximale par emballage en colonne, ce qu'il y a en colonne 7A du tableau A. Et puis pour l'emballage extérieur, enfin le colis en tant que tel, il ne faut pas que ça dépasse 30 kg comme on a dans l'ADR. Donc là, rien de particulier par rapport à ça. Et pour les quantités acceptées, bah là, c'est la colonne 7B, hein, toujours avec les codes E0, E1, E2, E3, E4, qui dit en grammes, enfin en milligrammes, pardon, ou en millilitres, en grammes, pardon, ou en millilitres, la quantité maximale par emballage qu'on pourra avoir. Oui, c'est bon. Il y a des questions, Alors, les gens se répondent en même temps, donc c'est bien. oui, oui. Une particularité, donc, en ADR, quand on transporte de la marchandise dangereuse en quantité limitée, je rappelle que ça n'est pas limité en nombre de colis en ADR, hein, on aura seulement une marque quantité limitée quand on dépasse les 8 tonnes de quantité limitée en marchandises, en poids brut en ADR. Et dans ces cas-là, on aura la signalisation. Si on fait ça en ferry, on aura la même chose. Donc en RoRo, on aura la signalisation qui reste ou pas de signalisation en fonction du tonnage de quantité limitée. On gardera la même chose qu'en ADR. Je rappelle qu'en ADR, si on est à moins de 8 tonnes de quantité limitée, on n'a aucune signalisation, aucune marque sur l'unité de transport. On l'aura évidemment cette marque sur tous les colis et on n'est pas limité en nombre de colis. On sera limité par rapport à la charge utile du véhicule. D'accord? Ensuite, évidemment, il faudra que ce soit conforme à l'IMDG. Mais il n'y a quasiment pas grande différence par rapport à l'IMDG, par rapport à ça. Pour la partie 4, beaucoup de points communs. Hein, on reparle là encore d'emballage simple, c'est-à-dire la matière est directement dans l'emballage. C'est par exemple un fût. Ça, c'est un emballage simple. L'emballage combiné, c'est un emballage intérieur qui est dans un emballage extérieur, comme en ADR. Et puis les GRV, grands récipients pour vrac, qui peuvent être des emballages composites, par exemple. Et puis les grands emballages qu'on appelle les large packaging en anglais, c'est-à-dire des grands emballages qui sont également présents en code IMDG, tout comme en ADR. Et là, on a, par exemple, un exemple d'extrait de tableau A avec, pour le soufre, si on a une P002, ça veut dire qu'on peut le transporter en colis. Comme on a un IBC 08, ça veut dire qu'on peut le transporter comment dire, en GRV. Quand on a un LP, ça veut dire qu'on peut le transporter en large packaging. Et quand on a un R, on aura la possibilité de le mettre dans un emballage métallique léger. Voilà. Après, les quantités parviennent. J'ai une question, mais Là, par contre, ce qu'on vous a fait apparaître, c'est une petite erreur parce qu'en fait, c'est le tableau A de l'ADR. C'est pas grave. Ensuite, par rapport au 5.2 qui correspond à la liste des étiquettes, au 5.2.2.2, il y a là encore les étiquettes, etc., qui doivent être présentes sur les emballages. Pas grand changement, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a en ADR. voilà, donc la 3.4, vous avez la réponse à votre question concernant l'étiquette. Cette complétée en IMDG, ou c'est la même que celle, donc en même étiquetage. C'est la même. On parle de marque, hein, Ouais, marque. pour quantité limitée. Même d'étiquette de danger autre, voilà. Alors, concernant le placardage, ou le marquage, le code IMDG diffère de l'ADR. Pour un conteneur en ADR, on a le placardage sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité. Pareil en IMDG, là ça ne change pas. Par contre, on n'a pas de panneau, signalisation orange quand on transporte en colis de la marchandise dangereuse en ADR. Eh bien, par contre, en IMDG, on va avoir une signalisation orange, on peut l'appeler comme ça, mais qui concerne uniquement le code ONU du produit
il n'y a absolument pas de code danger, puisque le code danger ou le numéro d'identification du danger qui est présent en ADR, 30, 35, 33, etc., 50, etc., ça n'existe pas au code IMDG. Il n'y a pas de code danger, le numéro d'identification du danger en IMDG. Et donc, on aura la possibilité de mettre le code ONU. Alors, il y a deux façons de le faire apparaître. Là, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a deux façons de le faire apparaître en code IMDG. Soit le code ONU avec une demi-signalisation orange, si on peut appeler ça comme ça, sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité du conteneur, ou alors de faire apparaître ce code ONU dans l'étiquette, à un endroit juste au-dessus du numéro de la classe, hein, où on aura le code ONU. Ça, c'est les deux façons. On ne vous l'a pas présenté ici pour la deuxième façon, mais sachez que les deux existent. Et puis, pour tout ce qui est vrac, eh bien, on aura le même principe. En sachant que, je le précise quand même, que quand on est en conteneur colis, on aura, quand on dépasse les 4 tonnes, la possibilité d'avoir également donc le code ONU et le nom du produit sur les côtés latéraux. Voilà. Pas trop rentrer dans les détails parce que là, on n'aurait pas le temps. Ouais, après, on rentre dans la technique, entre guillemets, Ouais. et on est sur une. Il faudrait y passer 15-20 minutes et malheureusement, on n'a pas le temps. On est sur un parcours de vulgarisation, si je puis dire, ou voilà, D'introduction. d'introduction. Concernant les colis, ben, ça ne change pas, hein. On a la signalisation. Alors pour les colis, c'est un peu différent aussi quand même. Une chose importante, c'est que sur un colis de marchandises dangereuses en code IMDG, on doit avoir l'étiquetage évidemment, mais aussi la désignation officielle, qui n'existe pas en ADR, hein. Et évidemment le code ONU. Et concernant, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, quand on a une seule marchandise dangereuse dans le conteneur colis et qu'on dépasse les 4 tonnes, on aura le code ONU sur les côtés latéraux et éventuellement la désignation officielle si on le souhaite. Pour ce qui concerne le document de transport maintenant, donc c'est le chapitre 5.4, on est passé auparavant à la signalisation, au placardage, etc., qui était au 5.3, au 5.4 pour les documents, et notamment le document de transport marchandises dangereuses. L'IMDG propose une formule 4, mais tout comme en ADR, le document de transport IMDG peut avoir la forme qu'on souhaite, hein. Ça peut d'ailleurs être également le certificat d'empotage qui fait office de document de transport marchandises dangereuses IMDG. Alors, il est plus complet que ce qu'on a en ADR, puisqu'on va vous donner un exemple. On va avoir, tout comme en ADR, nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire. Et le nom et l'adresse du transporteur n'est pas obligatoire et facultatif en ADR. Là, par contre, il est obligatoire en code IMDG. Et on va avoir à peu près la même structure, c'est-à-dire d'abord en désignation de la matière transportée, dangereuse évidemment. On aura le code ONU qui est ensuite suivi de la désignation officielle, puis des étiquettes de danger. Alors, on aura deux façons de le faire apparaître. Là, c'est pareil, je ne vais pas le déterminer, je vais pas le préciser plus que ça, on ne va pas vous le présenter ici, mais sachez qu'au lieu d'avoir 3 et entre parenthèses 6.1, on pourrait avoir classe 3 et entre parenthèses classe 6.1. Les deux seraient possibles. Ensuite, le groupe d'emballage qui définit le niveau de danger. Je rappelle, groupe d'emballage 1, c'est que la matière est très dangereuse. Groupe d'emballage 2, la matière est moyennement dangereuse. Et groupe d'emballage 3, la matière est faiblement dangereuse. En sachant que certaines classes, tout comme en ADR, n'ont pas de groupe d'emballage, hein, classe 1, classe 2, classe 5.2. Les autoréactifs de la classe 4.1, la classe 7 n'ont pas de groupe d'emballage. La classe 6.2 non plus. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, alors ça a été complété en code IMDG version amendement 41-22 qui est applicable obligatoirement depuis le 1er janvier 2024. On a également, quand il s'agit d'un liquide inflammable et que dans la colonne 17, on a des informations relatives au point d'éclair, on doit obligatoirement le marquer. Mais il y a d'autres points qui sont précisés. Je vais vous les citer très rapidement à la volée. Par exemple, on aura sur le document de transport la notion
polluants marins, ça ne change pas, mais pour les matières fondues, le qualificatif confondu devra être précisé, etc., etc. On a différents aspects qui peuvent être complétés par rapport au code IFDG, par rapport à ce qu'on a dans l'ADN. Ensuite, le certificat d'empotage. Alors, il y a deux choses. Le certificat d'empotage, il va être, vous voyez qu'il y a deux parties qui ont été présentées de façon plus spécifique. On a en bas à gauche, en vert, le certificat d'empotage où on a le je déclare, c'est celui qui fait l'empotage, hein, c'est-à-dire le chargeur du conteneur qui va dire je déclare que les marchandises décrites ci-dessous ont été empotées et chargées dans le conteneur ou dans le véhicule identifié ci-dessus conformément aux dispositions applicables aux fins de l'IMDG. Et c'est le chargeur ou, si vous préférez, l'empoteur qui va devoir signer ce point-là particulier. Et concernant l'expéditeur, en haut à droite, document de transport, là, il y a des déclarations d'expéditeur et lui, il doit lui aussi signer je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous de façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, placardé et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. Et donc, on aura ça qui sera signé par l'expéditeur. Je précise quand même que dans la division 411, on demande également d'avoir un numéro de téléphone d'urgence qui est précisé dans l'encart juste en dessous, hein, qui n'est pas demandé en code IMDG, mais que la division 411, qui, je le rappelle, est l'équivalent du certificat De l'arrêté TMD, lui, il demande en France qu'on ait en plus un numéro d'urgence qui soit précisé. Voilà. Et je rebondis sur le chapitre 1.3 pour les obligations de formation. Ça veut dire que toutes les personnes qui certifient l'empotage et le chargement, ce qui veut dire aussi le calage et l'arrimage des marchandises conditionnées à bord des compteurs, doivent être formées. Bien sûr. Hein. Et idem pour le déclarant de transport. Notamment la réglementation de CTU. Notamment, voilà, et je viens de la faire apparaître, la formation au code CTU. Voilà. Entre autres. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous expliquais par rapport aux engagements de chacune des parties, l'empoteur d'un côté et l'expéditeur de l'autre. Alors, de quel numéro d'urgence devons-nous, Orfila, mettre? Pardon? Orfila, numéro d'urgence devons-nous mettre? Et le numéro d'urgence? Orfila, O-R-F-I-L-A, Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est Orfila. On cherchera à vous répondre rapidement sur ce thème. Alors, concernant maintenant le transport multimodal, je rappelle que dans l'ADR, le chapitre, la section 1.1.4, 1.1.4.2 notamment, sous-section 1.1.4.2 fait référence au transport multimodal. C'est quoi le transport multimodal? C'est un transport terrestre qui soit précède un transport ferroviaire, maritime ou aérien, ou comment dire, précède ce transport maritime ou aérien. À la différence du transport intermodal, où là, c'est un transport terrestre vers un autre transport terrestre. C'est-à-dire, transport terrestre, c'est le transport routier, transport ferroviaire ou transport fluvial. Ce sont des transports terrestres. Eh bien, comme le code IMDG est plus exigeant que l'ADR ou les autres transports terrestres, il est autorisé qu'un conteneur qui serait déchargé sur un porte-conteneurs dans un port, par exemple là, celui de Saint-Nazaire, de Marseille, du Havre, peu importe, l'emporteur formé ADR. Est-il suffisant? Non, il faut Non. se former donc, au code CTU et, entre guillemets, à l'IMDG. C'est deux réglementations qui sont différentes, même si elles abordent dans le même chapitre et de manière différente les obligations de formation. Ouais. Et donc, si j'ai un conteneur qui est signalisé, comme on l'a vu tout à l'heure, différemment en code IMDG de ce qu'il est en ADR, il pourra
toutefois garder la signalisation identique sur route. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que comme les règles relatives au chargement et à l'empotage de ces conteneurs est plus exigeante en code IMDG qu'en ADR, on considère que cette réglementation est d'un niveau supérieur et donc peut garder sa signalisation à l'identique en ADR, à condition toutefois que deux choses puissent être marquées sur le document de transport. Première chose, si il s'agit d'un transport multimodal, on devra écrire juste en dessous de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le numéro d'urgence, là, on devra également écrire sur le document de transport, transport selon 11421 pour dire qu'il s'agit d'un transport multimodal. Mais aussi, si jamais le transport routier est amené à être concerné par un transport dans un tunnel, eh bien le code ou les codes de restriction tunnel qui sont en ADR, qui n'existent évidemment pas au code IMDG. Document de transport IMDG, il n'y a évidemment pas de code de restriction tunnel. Il devra être rajouté sur le document de transport pour pouvoir être en adéquation avec ce qu'exige l'ADR. Bon, voilà les deux obligations. Transport selon 1K21, éventuellement, si le transport dans un tunnel est concerné, eh bien le code tunnel, le code de restriction tunnel devra être rajouté sur le document de transport. Mais sinon, rien de plus. Le document de transport IMDG, je le précise, a plus d'informations qu'il n'existe en ADR. Alors, j'ai Patricia qui nous répond que le numéro Orfila, c'est le numéro de centre antipoison français. Oui, alors après, ce que dit la division 411, c'est qu'il faut qu'on puisse contacter un numéro qui puisse intervenir rapidement pour venir secourir les personnes. Donc, est-ce que ça suffit? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Ça peut être un des numéros, mais ça dépend quel est le problème qui a été rencontré par le membre Voilà, d'équipage. voilà, parce que c'est au milieu du Pacifique. Ouais. Par contre, j'ai une autre question. Donc, si pas de code UN sur plaque orange, il peut aller sur la route conteneur. Peu importe, Peu il importe. pourra aller sur route, même s'il a une désignation officielle, même s'il a une signalisation orange sans code danger, il peut apparaître à l'identique en ADR. Le chapitre 1142 permet à un conducteur routier qui va prendre en charge. D'ailleurs, tu l'as sur Oui, la sur l'image diapo qui d'après, suit, peut-être. juste après. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, on a une signalisation sur le conteneur qui est à l'identique de ce qui est celle qu'on a en code Voilà. IMDG. On peut tout à fait la retrouver sur le porte-conteneur de la même façon. Évidemment, on mettra des panneaux orange vierge à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport. Voilà. Et on précise donc bien sur le document de transport, transport sous 11422, ce qui permet donc de dire que je ne suis pas un spécialiste, moi, conducteur routier, de la réglementation maritime, mais je prends en compte que ce compteur est réputé bien signalé pour le transport maritime, et donc je vais appliquer la réglementation d'air en mettant mes plaques oranges avec les véhicules adéquats et les équipements de sécurité adéquats, etc. D'accord? Et donc faire ma mission de déplacer ce conteneur d'un point A à un point B en gardant et en lui conservant sa signalisation maritime à l'identique, ce qui peut éviter beaucoup de problèmes, en particulier d'avoir des conteneurs parfois qui partent, qui sont non signalés, et à l'arrivée au port, comme il fait mauvais, on a remis la signalisation conducteur en disant c'est pas soumis sur l'ADR, c'est pas soumis. Quand tu arriveras au port, tu colleras les étiquettes parce que c'est soumis après. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait? Et parfois, on a des rejets pour un certain nombre de choses qui ne sont plutôt bêtes, puisqu'en fait, ils n'ont pas signalé à l'empotage, véritablement, quand on a fermé le conteneur, correctement le conteneur. Alors, vous voyez sur l'image juste précédente, pardon, Non. vous voyez que sur le marquage et l'étiquetage des MDG, on a obligatoirement la désignation officielle du produit qui doit être sur au moins une face, la même face que celle où on retrouve le code ONU et les différentes étiquettes de danger. Donc le marquage et l'étiquetage doivent être conformes à l'EMDG, l'emballage en commun également conforme à l'EMDG, la signalisation, si elle est conforme à l'EMDG, on mettra les panneaux orange vierge à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport, et
sur le document de transport, on mettra juste transport selon 11421 et éventuellement le code de restriction tunnel. Alors, si j'arrive au port de Saint-Nazaire et que je vais jusqu'à, par exemple, jusqu'à Brest, ben, j'ai pas besoin, vu qu'il n'y a pas de tunnel en Bretagne, je n'ai pas besoin de mettre le code de restriction tunnel. Je rappelle qu'il n'est obligatoire en ADR qu'à partir du moment où le transport est susceptible de rencontrer sur la route un tunnel. Sinon, il n'y a pas d'obligation de le mettre. On dit du coup, l'IMDG est ici un peu moins restrictif que l'ADR. Exemple pour un conteneur citerne, au niveau de la signalisation et du placardage, si on peut utiliser ce terme qui est un terme de l'ADR. Et donc, un exemple, document de transport. Là, on voit les choses. Donc, il passe de l'IMDG à l'ADR. On rajoute juste, voilà, le code de restriction tunnel et on n'a pas la suite, si, vas-y. Si, pardon. Transport selon 11421, voilà. comme il est demandé, pour être conforme à l'ADR, sans changer la signalisation du conteneur. D'accord, voilà. OK? Et ou de la citerne mobile. Hein. Ah oui, tout à fait. Pour ce qui concerne le marquage d'un conteneur qui contient des quantités limitées, alors en ADR, je l'ai dit tout à l'heure, il faut dépasser les 8 tonnes pour que l'unité de transport ait un marquage à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport, donc à l'avant au niveau du tracteur et à l'arrière du porte-conteneur, enfin de la remorque. En code IMDG, c'est différent. Il n'y a pas de quantité de précisée. Pour avoir la marque sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité, il suffit d'avoir un seul colis de quantité limitée pour avoir obligation de avoir cette marque sur les côtés latéraux et à chaque extrémité. Je me permets de le préciser. Voilà. Et il n'y a pas de code nu à mettre comme pour les autres qui sont conditionnés en quantité non limitée et non acceptée. Et pour information, la notion de polluant marin a été supprimée en code IMDG. Donc, si c'est un polluant marin en quantité limitée, il n'est plus nécessaire de mettre cette notion de polluant marin sur le conteneur. Oui, par contre, il faudra écrire sur le document de transport quantité limitée. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout détailler et qu'on ne peut pas tout préciser. Effectivement, il faudra le mettre sur le document de transport. Et donc là, on voit un exemple de transport routier d'une citerne mobile telle qu'elle a été signalisée, placardée en code IMDG. Eh bien, pas de problème pour être comme ça sur la route. On peut passer, on a assez expliqué, je pense. Il faut que le véhicule se signale bien, etc. Il se conforme, hein, ouais. Selon l'ADR. Pour la partie 7, alors, la partie 7 est le gros point différent de ce qu'on a par rapport à l'ADR. Il y a le 7.1 qui correspond aux dispositions relatives à l'arrimage, le 7.2 qui concerne la séparation des matières. On va rentrer un peu plus en détail après. Le 7.3, l'empotage et l'utilisation des engins de transport, ça, on n'en parlera pas, on n'aura pas le temps de toute façon, on n'en parlera pas. Et c'est surtout le 7.1, 7.2 qui me concerne. Et le 7.3 à 7.7, les règles d'arrimage en fonction des types de navires, etc., et de séparation en fonction des navires. Alors, en ce qui concerne le 7.1, les règles d'arrimage. Donc, l'arrimage désigne l'agencement des marchandises à bord d'un navire qui convient pour garantir la sécurité et la protection de l'environnement pendant le transport. Alors, on vous a schématisé l'arrimage en pontée et sous pont, en sachant qu'en pontée, on considère que c'est soumis aux intempéries, au vent, etc., à la pluie, etc. C'était pour préciser un petit peu de quoi on parle dans le code IMDG. Et donc, on a en colonne 16A deux choses. On a le code d'arrimage et la catégorie correspondant à l'arrimage. On va passer assez rapidement. Donc, si je prends un code ONU, on a un code d'arrimage SW2 et on a une catégorie D. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, la catégorie... Pardon, j'ai fait trop vite. Merci. La catégorie D, par exemple, on dit que ça doit être en pontée seulement, hein, pour les navires de charge, etc., certains types de navires. Et si pour les navires qui concernent un nombre de passagers plus important, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est soit 25 passagers, soit au maximum un passager tous les 3 mètres de longueur du navire. Ben, si, par exemple, on a 200 passagers, ben, les produits de catégorie D seront interdits. Alors, vous voyez que vous avez en pontée ou sous pont, en fonction des différentes catégories
pour ce qui concerne l'arrimage. Et donc ça concerne éventuellement le conteneur, hein. Et ça, c'est au 7132, vas-y. Et concernant les codes arrimage, ils vont de SW1 à SW30. On vous dit, en cas d'arrimage sous pont, dans un espace ventilé mécaniquement, par exemple pour le SW5, etc. On ne les a pas tous présentés, évidemment, on n'a pas le temps, mais vous voyez un peu ce principe. Donc ça concerne tout ce qui est arrimage. Il concerne notamment les dockers. Concernant la séparation des matières, là, c'est dans la colonne. Alors, oui. Je ferai un petit retard. Tout ça, en fait, bien sûr, c'est la compagnie maritime qui va l'utiliser pour faire ce qu'on va appeler les plans de chargement, hein, des navires de façon des conteneurs, et à intégrer aussi le fait que les conteneurs, le bateau va faire des escales, donc il va faire de la manutention et gagner le maximum de vitesse. Donc c'est très, très technique. Maintenant, il y a des logiciels qui sont mis en œuvre pour pouvoir le faire auprès des shipplaneurs. Plus simplifié et fiable, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours, mais bon, les shipplaneurs, là, ont un véritable rôle de chef d'orchestre. Et donc, pour la séparation des matières, là, c'est la colonne 16B qui fait référence. Alors, en ADR, juste un petit instant, en ADR, dans un même véhicule, vous voulez charger un produit, alors là, c'est deux corrosifs. Il y en a un qui est acide chlorhydrique, et l'autre qui est basique, la soude. Si ne faites pas ça chez vous, si vous avez le malheur de mélanger les deux avec de potentiel hydrogène, un pH extrêmement éloigné, proche de 0 pour l'acide chlorhydrique et proche de 14 pour la soude, vous allez constater que malheureusement, il y a un gros problème. Il y a des gaz toxiques qui se dégagent, il y a des projections, et ça, évidemment, ces projections, vu que ce sont des produits qui sont corrosifs, qui rongent, ça pourrait poser des gros problèmes de sécurité. Eh bien, en ADR, j'ai un fût d'acide chlorhydrique et j'ai un fût de soude, aucun problème pour qu'ils soient chargés dans le même véhicule, et même, si je le souhaite, chargés côte à côte, voire gerbés les uns sur les autres. Rien ne l'interdit en ADR. En code IMDG, c'est complètement différent. En code IMDG, on va séparer et on va interdire, dans certains cas, d'avoir dans le même conteneur ces deux produits. Un acide chlorhydrique ne pourra jamais être chargé dans le même conteneur. Je ne parle même pas d'être éloigné dans le même conteneur d'une distance suffisante. C'est interdit dans le même. Donc vous constatez bien que les restrictions en code IMDG sont beaucoup plus sévères et beaucoup plus restrictives que ce qu'on a en ADN. On va expliquer un petit peu rapidement comment ça se passe. Donc, en colonne 16B, on a deux choses. On a donc on a à la fois le code du groupe de séparation, vas-y. Donc il y a certaines marchandises qui n'ont pas de séparation particulière. Je vais trop vite. Ah oui, pardon. Donc il y a un code du groupe de séparation. Par exemple, SGG18, c'est les alcalis. On va le voir un peu tout à l'heure. Et puis vous avez également un code de séparation qui est représenté par SG. Par exemple ici, vas-y. SG35, hein, qui dit que le produit doit être arrimé séparé du groupe SGG1. Je rappelle que ce groupe SGG1 et tous les autres groupes sont détaillés avec tous les codes ONU qui s'y réfèrent au 314 du code IMDG. Au 314 du code IMDG. Donc, on a au 7252 les différents groupes de séparation. SGG1 pour les acides. Si je prends par exemple les alcalis, c'est-à-dire les produits basiques qui sont en SGG18, etc. Et au 3144, eh bien, en fonction de ces groupes de séparation, on a le détail de ces groupes de séparation. Par exemple, en SGG6, on a les cyanures, on a tous les codes ONU qui se réfèrent aux différents cyanures. Donc, si c'est mis séparé ou interdit, enfin séparé d'eux, c'est-à-dire interdit dans le même conteneur, eh bien, on est sûr de ne pas pouvoir se tromper avec la liste qui est détaillée au 3114. Et pour les codes de séparation, on dit, par exemple, arrimer loin de la telle classe ou séparé de, etc., etc. Et là, il y en a jusqu'à 75
Enfin, il y en avait 75, il y en a un qui a été supprimé en code IMDG dans la dernière version. Vas-y. Et, et voilà. Alors, avant, pour préciser, s'il n'y a rien, alors d'abord, s'il y a un renseignement dans la colonne 16B, on tiendra compte de cette référence du groupe de séparation et, ou du code de séparation. S'il n'y a rien, on se référera par défaut au 724, hein, qui dira, en fonction, par exemple, si j'ai un liquide inflammable classe 3 qui est à charger avec un gaz inflammable, si je croise les deux données, je tombe sur un 2. 2, ça veut dire séparé de, c'est-à-dire j'ai mis la transcription, hein, j'ai mis la signification, ça veut dire interdit dans le même conteneur. Loin de, ça veut dire ne doit pas être transporté dans un même engin de transport, etc., etc. Donc on a différents, les 5 données précisées ici dans le tableau sont détaillées à droite. Ça n'intervient le 724 que si on n'a rien, je le répète, dans la colonne 16B, comme groupe de séparation ou comme code de séparation. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, là il faudrait passer près de 2 heures. Et le temps s'écoule. Oui, passer près de 2 heures à détailler tout ça. Ouais. Ben voilà, on a fini. On a pu voir ensemble qu'il y avait quand même quelques points communs entre les deux réglementations ADR et IMDG, mais qu'il y avait aussi quand même beaucoup de différences, hein, notamment pour le chargement en commun. Ça, c'est un point, je n'y ai passé que quelques minutes. C'est un point qui nécessite beaucoup de temps. Bon, on ne peut pas trop détailler, prendre des exemples, etc. Ce serait trop retardé. Mais voilà, on peut constater qu'il y a des différences quand même assez notables. Et puis, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir simplifier le transport multimodal à travers, comme on l'a vu tout à l'heure, une signalisation qui resterait identique, mais qui serait juste précisée d'une façon un peu, avec une annotation sur le document de transport. Alors, j'avais une question tout à l'heure, hein, la formation CTU, c'est la personne qui charge uniquement ou c'est aussi le déclarant qui signe au guichet, la personne administrative qui signe la personne, en fait, pardon, la personne qui signe les documents en partie administrative. C'est vraiment, normalement, c'est la personne qui a fait le travail, L'empotage. hein, l'empotage, d'accord, avec les règles de séparation, etc., qui signe. C'est elle qui est la responsable. C'est pas l'administratif. L'administratif, que ça a été bien fait ou mal fait, c'est pas son problème. C'est pas sa responsabilité. Elle est là pour remplir le document. C'est la personne qui va donc faire, ou le chef d'équipe qui va superviser l'équipe qui va arrimer en séparant les matières dangereuses à bord du conteneur, qui s'engage sur sa responsabilité. C'est-à-dire que si demain il y a un incident en mer sur ce conteneur avec des conséquences graves pour le navire, l'enquête reviendra vers cette personne. Voilà. Et j'avais donc une deuxième question qui me relançait sur le numéro d'appel d'urgence. Je suis désolé, il faut que je recherche ou que nous recherchions pour pouvoir vous répondre. Je n'ai pas de détails par rapport mais j'essaierai d'avoir la réponse. Voilà. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre immédiatement. Avez-vous d'autres questions? On a balayé rapidement donc l'IMDG dans sa structure, dans ses ses particularités, pardon, et ses différences avec l'ADR qui est plus connu pour nombre d'entre vous. Mais vous avez pu remarquer que c'est véritablement un autre univers et que ça nécessite naturellement parfois des formations complémentaires. Voilà. En sachant que ces formations, en tout cas au niveau de la PTH, elles sont en 1.3 diffusées selon 2 modèles. Voilà, tout à fait. Donc de un jour, de 2 jours, et puis peut-être que Dominique peut en parler plus en détail. Dominique. Oui, j'arrive. Voilà. Bon retour, Dominique. Oui, effectivement. Voilà. Alors, je permets mais réponds aux questions peut-être, Yves, il y a une question supplémentaire là qui vient d'arriver. Je précise juste, d'après la division 411, que
sur le document de transport, donc doit apparaître le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Il n'y a pas un numéro Voilà, particulier. il n'y a pas un numéro particulier, vous avez la réponse à votre question. Ça peut être par exemple le fabricant du produit qui sait exactement quoi faire Ouais, et quelles mesures prendre. tout à fait, et qu'on trouve euh, sur d'autres modes de transport. Concernant les colis OL en étiquetage multimodal et qui étaient En quantité limitée. en QL, oui, en Ouais. multimodal, l'étiquette est-elle valable sans complément pour l'IMDG? Oui, oui, il y Oui, a oui, rien. oui, oui, Alors, c'est pas une étiquette, c'est une marque, je marque, me permets oui, d'être précis. tout à fait. Cette marque quantité limitée est à l'identique en IMDG par rapport à l'ADR. Je rappelle que la seule étiquette, marque IMDG quantité limitée qui est différente, c'est celle du IATA, Avec le Y. avec le Y au milieu de la marque. Mais en IMDG, il n'y a rien de différent par rapport à l'ADR. Voilà. Dominique, nous te repassons la main. Voilà, donc si vous voulez, pour aller plus loin, si vous le souhaitez, la PTH est en train de mettre en place deux modules. Un module donc dont le code, on aime bien les codes à la PTH, s'appelle M1MAR d'une journée qui va permettre d'aborder l'ensemble des fondamentaux. En gros, la présentation que vous a faite Léopold plus détaillée et que vous a fait Michel, Merci. excusez-moi, j'avais Non, je une rappelle pas perturbation encore qui les m'arrivait au moment où je parlais. La présentation plus détaillée que vous a fait Michel sur une journée avec la possibilité de travailler dans le détail un certain nombre de dossiers. La- donc ça, c'est une formation sur une journée qui pourrait être complétée par un module de perfectionnement, en gros, qui reprend la première partie dont j'ai déjà parlé, auquel viendront se rajouter un certain nombre d'exercices, d'études de mise en cas, application. dont je pense Michel pourrait parler, parce que j'ai vu des échanges de mails entre notre direction pédagogique et Michel là-dessus, qui Oui. viendront se rajouter, qui pourront porter sur La les déchets, séparation des matières, voilà, sur notamment. des séparations des métiers, sur les déchets, me semble-t-il, sur certains cas de transport Oui, spécifiques pour vous tout à fait. permettre que les personnes qui y participeront soient plus autonomes par rapport à cette, à cette, à cette réglementation et puissent aller plus loin dans la démarche. Donc, à un jour pour des gens qui ont besoin d'avoir des connaissances de base, 2 jours, c'est-à-dire 1+1 pour des gens qui ont vraiment besoin d'avoir une connaissance beaucoup plus poussée de l'IMDG et bien entendu et comme l'a dit très bien, Yves tout à l'heure, Léopold. ces formations qui correspondent au chapitre 1.3 s'adressent bien entendu principalement, dans ce cas-là, aux personnels qui ne sont pas sur les quais, qui chargent ou déchargent les bateaux. C'est plus un personnel administratif et de responsable de cadre et d'encadrement. Je parle Ouais. sous le contrôle de Yves qui ne me contredira pas, puisqu'on est sur des formations, bien entendu, qu'on ne fait pas, qu'on va faire dans des lieux où les bateaux ou les navires pourront être parfois un peu loin de l'endroit où se Oui. déroulent ces formations. Voilà. Donc, on a aussi toute une série de formations métiers qu'on n'a pas mis là. On parlait tout à l'heure des agents de gardiennage des ports, etc., qu'on n'a pas mis là, hein, d'accord, mais qui sont, je veux dire, disponibles ou pré-disponibles, parce que parfois, si on n'est pas intervenu sur un port où il y a un gardiennage, il nous suffit de reprendre le RPM du port Pour l'adapter. pour l'adapter véritablement au métier de ces personnes, hein, d'accord? Voilà. La différence Euh, entre les deux, c'est que ces formations qui vous sont présentées là sont des formations inter-entreprises, donc qui vont être inévitablement plus génériques. Et ce dont parle Yves est bien évidemment des formations que l'on va faire de manière spécifique, voire même pour un certain nombre de personnels spécifiques sur certains ports, sur certains personnels de certaines personnes dans des entreprises qui interviennent sur ces ports. Donc on est plus sur de l'intra, alors que là, la présentation des deux programmes que l'on vous présente est vraiment plutôt une présentation inter pour des gens qui, comme vous, je pense, peuvent être amenés à avoir besoin d'avoir une bonne connaissance de l'IMDG pour pouvoir préparer des expéditions ou des envois de marchandises qui vont être mis sur des navires. Voilà ce que nous pouvons vous dire.
Et puis des formations de terrain, hein, parfois, où on est dans des entrepôts logistiques aussi loin, ou sur des usines loin du port. Hein, donc, Oui, voilà, tout à fait. voilà. J'avais donc une dernière question, un petit retour sur Quantité limitée. les quantités limitées. Pas besoin de code ONU Non. accompagnant la marque quantité. Non seulement pas besoin, mais il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas le mettre, hein, Ce ne serait d'accord. pas réglementaire. Voilà. Donc là, c'est verbalisable. Et à quelle fréquence préconisez-vous le recyclage INDG, car toujours sans harmonisation sur les renouvellements ADR IATA? Il y a 2-3 ans, on considère. Normalement, il n'y a pas de date Il n'y a précise. pas de date précise. Alors, tout dépend aussi toujours du métier, des changements de la nouvelle réglementation qui, en théorie, évolue aussi, elle, tous les 2 ans, un peu en décalage avec les autres. Mais s'il n'y a pas d'impact, on peut se faire un 3-4 ans. S'il y a un impact sur le métier fondamental, hein, premier des personnes, c'est effectivement une mise à jour biannuelle. Voilà. On ne peut pas dire plus, puisqu'en fait, c'est toujours le même rythme et cette même phrase en fonction de l'évolution de la réglementation. Point barre. En sachant qu'on rappelle que c'est obligatoire. Oui, c'est Formation directement. 1.3, c'est obligatoire. Les formations obligatoires sont des formations obligatoires à mettre en œuvre et à garder traçabilité, je veux dire, comme pour les autres formations en point 3, des autres réglementations. Absolument. Voilà. Avez-vous d'autres questions par rapport à cela? Puisque pour certains qui peuvent encore avoir leur code, on peut. Ou même s'ils n'ont pas pu. Oui, je peux faire. rouvrir. Non, mais sans réouvrir forcément, envoyez-nous un petit message. Voilà. Pour répondre à ces questions. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation. On le rappelle, hein, relativement succincte, parce qu'on ne peut pas faire plus en 2 heures. Moins de 2 heures. Comprenez aisément que dans ces cas-là, c'est. Quand on le fait pour une journée, c'est beaucoup plus détaillé. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus une approche, hein, mais on ne peut pas rentrer et répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à dire si ça ne vous a pas convenu. Hein. Ah. Mais vu les points qui remontent, je pense que ça a convenu à un certain nombre de personnes. Je vois des... Oui, je vois des choses apparaître. On est désolé pour ce dysfonctionnement de ce système d'interface, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce matin, quand on a testé, tout fonctionnait bien. Ce sont les joies de la technique. Je passe peut-être à la question suivante, parce que je pense qu'il y a personne. Est-ce que c'était trop court, trop long? Correct. On est véritablement là, sur une approche. Hein, oui. Et en 2 heures. On a essayé de balayer à peu près tous les sujets. Et de répondre au mieux possible à vos questions. Absolument. Hein, voilà. Et puis, est-ce que dans les proches, vous souhaitez vous inscrire, etc. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos besoins. Alors, je suis à votre disposition, ainsi que tous mes collègues, Dominique et autres, pour vous aider à mettre en œuvre cette réglementation particulière. Si vous souhaitez avoir les coordonnées de votre correspondant local, il suffit d'aller sur notre site internet apth.fr et vous trouverez dans les pages contact, vous trouverez les personnes à contacter. Alors Yves qui est en charge, et c'est pour ça qu'il est devenu l'un de nos références dans ce domaine, qui est plutôt basé au Havre, donc l'un des principaux ports français, et les autres qui sont basés aux 4 coins ou aux 6 coins de l'Hexagone, devrais-je dire, si j'étais plus précis. Voilà. Donc, je prends Alison. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en allant chercher nos coordonnées sur le site internet de la PTH, hein, quand je vois vos questions, et puis qu'on échange et qu'on mette en œuvre tous vos besoins en formation. Voilà. Et puis, écoutez, on espère pouvoir vous accueillir pour les prochains sujets. Hein, la nouvelle arrêté TMD, éventuellement. Les journées d'études. Hein, la nouvelle ADR 2025. La nouvelle ADR 2025. Des journées d'études IMDG, on pourrait aussi le mettre en œuvre. Voilà, tout est possible. Et puis le rapport annuel du Conseil de sécurité, le rapport d'accident. N'hésitez pas. On est à votre entière disposition pour vous aider. Les suites des événements, vous recevrez probablement dans les prochains jours, alors je ne vous dis pas d'ici la fin de la semaine, mais plutôt courant semaine prochaine, un lien pour pouvoir avoir accès
à la brillante présentation de Michel et Yves. Donc, vous aurez accès à cette présentation qui a été enregistrée, ce qui vous permettra ainsi de retrouver les supports et surtout les commentaires, parce que les supports ne sont qu'une partie de la présentation. Et dès que nous aurons finalisé avec des dates, nous ne manquerons pas de vous faire passer à tous et à toutes une information sur les 2 programmes qu'on vous a présentés avec un calendrier des dates proposées. Voilà. Tout à fait. Oui, alors on est désolé pour le quiz qui ne fonctionne pas. Comme on l'a dit Dominique tout à l'heure, ce matin on l'a testé en réel avec des collègues ici à partir du siège de la PTH, Dominique en région et autres, et ça fonctionnait. Et pour certains, ça n'a pas fonctionné, d'autres, ça a fonctionné. Donc, toutes nos excuses et nous allons essayer de résoudre ce problème technique. Mais on ne pouvait pas s'arrêter aujourd'hui et, je veux dire, planter la présentation pour résoudre cela. Écoutez, merci à toutes et à tous. Beaucoup. Merci. Merci à puis, tous au et à plaisir. Et bonne à continuation. À très bientôt. Bonne Merci. semaine. Au revoir. Au revoir.